Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Une cassette trouvée dans un vidéoclub a détruit ma famille. J'ai trouvé un magasin de location de vidéos dans une petite ville. Ce qu'il y avait sur une cassette a bouleversé ma famille. Et je vais vous raconter cette histoire. J'ai toujours rêvé de faire ce voyage. Toute ma vie, j'ai vécu à Seattle. Et je ne m'étais jamais aventuré très loin jusqu'à présent. Un road trip d'un océan à l'autre avec ma femme et mes enfants était l'un de mes rêves depuis que j'ai commencé à sortir avec elle il y a des décennies. Au fil des ans, il est peu à peu devenu évident que malgré ses promesses, ce voyage n'aurait jamais lieu. À 50 ans, je suis enfin sur la route. Mais je n'ai jamais voulu que ce soit comme ça. Pas dans ces circonstances. Je suis seul. Si cela arrive maintenant, c'est uniquement parce que mon fils est mort. Après le divorce, je trouvais que mes enfants étaient assez grands pour choisir où ils voulaient vivre. John, mon aîné, a choisi de rester avec moi. Ma fille, Brie, est partie avec son ex-mari. J'ai fait de mon mieux pour rester en contact avec elle, mais elle ne semblait jamais intéressée. Dieu seul ce que mon ex lui disait à mon sujet. En grandissant, John était tout pour moi. Je suis rarement sorti avec quelqu'un après avoir quitté sa mère. Je n'avais tout simplement pas le temps, car je cumulais 2 ou 3 emplois tout en l'élevant. Mais cela en valait la peine. John était au courant de mon voyage de rêve. Il en a parlé à plusieurs reprises au cours de son passage à l'âge adulte. « Un jour, tu feras ce voyage, papa, » disait-il, « même si je dois t'y emmener moi-même. » Ces funérailles ont été le pire jour de ma vie. Mon ex-femme et ma fille étaient là, et une partie de moi espérait pouvoir compter au moins sur un peu de soutien de leur part. Mais il n'en fut rien. Le regard noir que m'a lancé mon ex-femme en disait long. Même si elle n'a pas prononcé les mots, tout est de ta faute. Je n'ai même pas réussi à prendre la parole à la tribune après cela. C'est ma fille qui a prononcé l'éloge funèbre à ma place. Entre deux sanglots, elle a évoqué sa relation tumultueuse avec John et a exprimé à quel point elle regrettait d'avoir contribué à leur éloignement. Elle est même allée jusqu'à dire à tout le monde qu'il avait été sa source d'inspiration pour devenir ambulancière. John ne s'était jamais marié. Donc je suppose que ça n'aurait pas dû me surprendre qu'il m'ait désigné comme exécuteur testamentaire. C'est là que j'ai appris qu'il m'avait désigné comme bénéficiaire d'une assurance vie d'1 million de dollars. Mais moi, je me fichais complètement de l'argent. Ou plutôt, presque. Je passais beaucoup de temps à regarder des vidéos de mon fils sur mon téléphone. Chaque fois que j'appuyais sur Play, je regrettais que l'incendie n'ait pas détruit les vieilles cassettes de l'époque où notre famille était encore réunie. J'aurais donné n'importe quoi pour les revoir. C'est à ce moment-là, au plus bas, que j'ai su qu'il était temps de partir en voyage. Tout avait commencé normalement. J'ai fait des arrêts touristiques habituels, ainsi que de nombreux détours hors des sentiers battus, découverts grâce à des années de recherche. Ce n'est qu'une fois arrivé dans le Midwest que les problèmes ont commencé. Je ne citerai pas le nom de l'État au cas où. Je roulais depuis si longtemps que je ne me souvenais même plus à quelle heure j'étais parti ce jour-là. Le soleil s'était couché depuis bien longtemps lorsque le voyant de niveau de carburant bas s'est allumé sur le tableau de bord. Le moment était parfait, car je pouvais à peine garder les yeux ouverts. J'ai pris la première sortie indiquant une station-service et j'ai lentement suivi une route déserte pendant des kilomètres en direction d'une ville promise, Johnstown. En voyant ce nom, j'ai eu un frisson dans le dos. Mais un coup d'œil à la jauge d'essence a tranché la question pour moi. Après plusieurs kilomètres pénibles, les lumières d'une station-service sont apparues le long de la route principale menant à la ville. En m'arrêtant à la pompe, j'ai remarqué l'absence de lecteur de carte bancaire. Même si je n'avais pas envie d'entrer seul dans le petit bâtiment devant moi, en pleine nuit,
Le pistolet que je garde sur moi m'a donné assez de courage pour aller à l'intérieur acheter de l'essence. Bien que vieillot, l'intérieur était étonnamment bien entretenu. Je me suis dirigé directement vers le comptoir, où se tenait un jeune homme coiffé d'une casquette camouflage, l'air complètement désintéressé. « Bonjour !» dis-je en esquissant un sourire forcé. « Je peux faire le plein à la pompe là-bas ?» L'homme me fixa sans dire mot. Même si je gardais le sourire, je sentais les poils de ma nuque se hérisser. J'aurais juré que la lumière à l'intérieur avait légèrement baissé lorsqu'il se mit à appuyer sur les touches de la caisse. « Pour combien ?» demanda-t-il d'une voix monotone. « 50 $, répondis-je en glissant l'argent sur le comptoir. « Gardez la monnaie s'il y en a. » Sans détourner son regard, pas même pour jeter un coup d'œil au billet, l'homme tendit lentement la main pour le prendre. L'espace d'un instant, l'image de lui m'attrapant par le bras et me tirant par-dessus le comptoir me traversa l'esprit. Mais il se contenta d'ouvrir le tiroir et d'y glisser le billet. « Autre chose ?»« Non, monsieur Stu, merci, » dis-je avant de regagner ma voiture à grands pas. Même si je gardais la tête baissée, je sentais son regard sur moi tandis que je marchais d'un pas rapide. J'envisageais de filer vers l'autoroute, mais mes paupières se mirent à papiller à nouveau une fois de retour dans ma voiture. Je pouvais voir la ville devant moi et décider qu'il n'y aurait peut-être pas de mal à au moins vérifier si le motel semblait sûr. En descendant la rue principale, tous les bâtiments étaient plongés dans l'obscurité, à l'exception du motel. C'était un bâtiment rectangulaire sans prétention, à 2 étages. La plupart des fenêtres étaient sombres, mais les quelques chambres où la lumière était allumée m'ont quelque peu rassuré. Je suis resté assis dans ma voiture un moment, le moteur toujours en marche. Rien ne semblait inhabituel lorsque j'ai scruté le parking. L'endroit semblait suffisamment sûr pour que je puisse y entrer à pied. J'ai attrapé mon sac à dos, je suis sorti de ma voiture et je me suis arrêté un instant. Je ne pouvais m'empêcher de penser à quel point je me serais senti plus en sécurité si John avait été avec moi. J'ai toujours été quelqu'un de frêle, très peureux et très faible. En marchant vers l'entrée, j'ai jeté un coup d'œil en arrière vers la rue. À ma grande surprise, le bâtiment le plus proche était éclairé. Je suppose que j'étais trop fatigué pour l'avoir remarqué avant. L'enseigne lumineuse devant indiquait True Video, un magasin de location de vidéos encore ouvert en 2026. Waouh, je suppose que la ville est un peu à la traîne, me suis-je dit. La gérante du motel m'a accueilli dès que j'ai franchi la porte d'entrée. À mon immense soulagement, elle semblait être une femme tout à fait normale, à peu près de mon âge. Désormais beaucoup plus à l'aise, j'ai décidé de louer une chambre et elle m'a remis une clé physique en fer. La chambre 211 était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Vieille, petite, avec une décoration qui n'avait pas été rafraîchie depuis 1970 au moins. La peinture qui était visible par endroits au-dessus du terrible papier peint à fleurs était d'un jaune patiné. Un lit queen size était adossé au mur du fond face à une commode sur laquelle trônait une télévision. Oui. J'ai posé mon sac à dos sur le lit avant de me retourner vers la télé. Cela faisait des années que je n'avais pas vu un vieux téléviseur à tube cathodique. Et juste à côté, un vrai magnétoscope. Mes pensées se sont immédiatement tournées vers 1999, je pense, quand John était petit. Une fois par semaine, je l'emmenais chez Blockbuster et nous choisissions un film pour notre soirée cinéma en famille. Je me suis souvenu de True Video, de l'autre côté de la rue. Vous savez, le magasin de location de cassettes. La nostalgie était trop forte. Je suis sorti dans l'air frais de la nuit. Le bourdonnement de l'enseigne au néon a rapidement rompu le silence des rues désertes alors que j'approchais de True Video. Une clochette a tinté à la porte lorsque je suis entré, mais personne ne s'est approché du comptoir désert. Je n'y ai pas prêté attention, me concentrant plutôt sur la recherche de la section des films familiaux. Après une brève recherche, je tenais entre mes mains une copie du film préféré de mon fils quand il était enfant, Charlie, mon héros.
Je fixai la cassette debout devant le comptoir, perdu dans mes souvenirs. « Vous voulez autre chose ce soir, monsieur ?» a demandé une voix familière. J'ai levé les yeux d'un coup et j'ai vu le même jeune homme de la station-service qui me souriait depuis derrière le comptoir. Un frisson m'a parcouru le corps. Je n'arrivais pas à répondre, même si les vêtements et l'attitude du jeune homme étaient complètement différents. Mais c'était bien lui. Cette fois-ci, cependant, j'ai remarqué une petite cicatrice circulaire sur le côté de son cou, ainsi qu'un badge portant le nom Michael. Mon silence ne semblait pas le perturber, car il garda son sourire chaleureux pendant plusieurs secondes de silence. Je repris le contrôle de mon corps et secouai vigoureusement la tête. « Très bien alors, » dit-il avec un large sourire. « Ça vous fait 5,37 $. Rapidement, la main tremblante, je sortis un billet de 5 et un billet d'$1 de mon sac et les posai sur le comptoir, ignorant sa main tendue. L'homme ramassa simplement les billets comme si je n'avais pas été impoli et me tendit la monnaie. « Merci de votre achat, monsieur », dit Michael d'un ton enjoué. « Passez une excellente soirée. » Je partis précipitamment sans un mot, la cassette à la main. Je ne m'arrêtais pas avant d'être bien à l'abri dans ma chambre, désormais complètement réveillé. Il me fallut probablement une demi-heure pour me calmer, mais je finis par me dire que ces hommes devaient être frères ou peut-être même cousins. Cela semblait logique, vu le peu d'opportunités d'emploi dans une ville aussi petite. Ça ne pouvait être que ça. Bien que toujours à cran, j'étais enfin assez détendu pour insérer la cassette dans le magnétoscope et m'installer dans mon lit. Bien sûr, je pleurais dès les 5 premières minutes du film. C'était comme si j'étais ramené dans le passé sans que mon fils ne soit là à m'attendre. J'ai pleuré encore plus fort en pensant à sa crise cardiaque. Il n'avait même pas encore 30 ans. Le médecin légiste avait dit que ça avait été rapide, mais John était quand même mort tout seul dans le noir. Au bout d'1 heure de film, je n'avais plus de larmes. D'une certaine manière, cette expérience brutale m'avait rapproché de mon petit garçon. Ça en avait valu la peine. J'ai fermé les yeux, prêt à m'assoupir tandis que le film passait en arrière-plan. Quand je les ai entendus, des parasites. C'est sans doute pour ça qu'on a abandonné les cassettes, me suis-je dit. Mais avant même d'avoir pu ouvrir les yeux, j'ai entendu la voix de mon ex-femme sortir des haut-parleurs de la télévision. « Notre fils est magnifique, n'est-ce pas ?» Je reconnaîtrai ce moment n'importe où. Effectivement, lorsque j'ai tourné les yeux vers la télévision, j'ai vu la vidéo que ma femme avait tournée à la naissance de John. L'image de moi tenant notre fils dans l'hôpital est apparue nettement. Chaque pixel flou correspondait aux vieilles cassettes que j'avais perdues dans l'incendie. Alors que je me regardais rayonner à l'écran, la vidéo s'est à nouveau transformée en parasite. Au bout d'un moment, une vidéo tournée le jour où nous avons ramené John à la maison pour la première fois a été diffusée. Mon ex-femme faisait visiter la maison devant la caméra, montrant fièrement la chambre d'enfant que nous avions construite et décorée ensemble. L'écran s'est à nouveau coupé. Mes joues étaient à nouveau baignées de larmes. J'étais complètement pétrifié. Je n'avais même pas réalisé à quel point c'était impossible. Le premier Noël de John, mes chers parents disparus rayonnaient tandis que John s'amusait comme un fou à malmener le jouet qu'il lui avait offert. Je voyais la fierté et la joie sur mon propre visage. La vidéo s'est terminée exactement comme dans mes souvenirs, avec John qui faisait bruyamment ses besoins dans sa chaise haute. Le rire de mes parents a été interrompu par un nouveau mur de parasites. J'ai ensuite visionné la vidéo du premier anniversaire de John, puis ses premiers mots. En fait, je les ai enregistrés plus tard dans la journée quand il les a répétés une deuxième fois. Vint ensuite une vidéo que j'avais prise de lui en train de courir à travers la maison dans les bottes de cow-boy de son père. Puis le jour où sa sœur Brianna est née, John, âgé de 3 ans, arborait un large sourire en tenant sa petite sœur dans les bras.
La scène se déroulait exactement comme dans mes souvenirs, mais il y avait une différence. Et cette différence est devenue un thème récurrent. Chaque fois que le visage de ma fille regardait directement la caméra, l'écran tout entier vacillait et perdait la mise au point pendant un instant avant de revenir à la normale. Toutes les vidéos que j'avais prises des enfants ont été diffusées dans l'ordre. Toutes, sans exception. Leur soirée dansante à 6 et 3 ans, leur première balade à vélo, les moments loufoques, chacune de leurs étapes importantes, le blog que j'avais filmé pour John, alors âgé de 7 ans, dans lequel il divaguait sur le fait que le lapin de Pâques devait être un tueur à gages. Je me souvenais à quel point il m'avait été difficile de garder mon sérieux pendant ça. Je me suis déplacé vers le bord du lit, me penchant en avant alors que la vidéo suivante démarrait. Je savais que c'était la dernière cassette, mais je ne voulais pas que ça s'arrête. Dans la vidéo, mes enfants jouaient aux pirates. Mon fils se battait à l'épée contre ma fille. Et bien qu'il fût d'une bonne tête plus grand qu'elle, il l'a laissé le toucher. John avait clairement l'intention de perdre. Il effectuait une feinte exagérée, se laissant complètement à découvert et maintenait cette posture pour donner à Brianna l'occasion de frapper. Elle a saisi l'occasion et l'a transpercée à la poitrine avec son épée en mousse. John est mort, entre guillemets, de la manière la plus exagérée possible, s'effondrant de façon théâtrale au sol et annonçant la défaite. Bri s'est mise à califourchon sur lui et s'est arrêtée. J'ai cru qu'elle s'assurait qu'il était bien mort ou qu'elle était peut-être même sincèrement inquiète. Puis, prise de rage, elle a abattu son épée sur son visage, encore et encore, en hurlant « Meurs, meurs, meurs !» La vidéo s'est alors arrêtée brusquement, car j'ai éteint la caméra pour séparer mes enfants et expliquer à Bri qu'il n'y avait pas besoin d'être aussi violente. L'écran est devenu noir. Je l'ai fixé, me retenant à peine de m'effondrer. Cette conversation impossible et à sens unique avec le passé m'avait vidé de toute énergie. Je me suis crispé pour me lever, mais l'écran a alors commencé à diffuser une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'avais prise avec mon téléphone. Le 16e anniversaire de John. Il était assis, l'air renfrogné, pendant que je lui chantais « Joyeux anniversaire » avec ses amis. J'ai grimacé. Pour moi, ce moment était mignon, mais John avait essuyé beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux à cause de cette vidéo. Je me suis souvenu du moment où j'avais commencé à regretter de l'avoir publié. L'écran a de nouveau clignoté. Cette fois, je ne reconnaissais pas la vidéo. On y voyait des adolescents en train de se disputer. Ils tenaient un sac en plastique contenant quelque chose que je ne parvenais pas à distinguer, et arboraient un air de profonde déception. « Réponds-moi » dit-il. « Qu'est-ce que c'est ? Où as-tu trouvé ça ?»« Va te faire foutre » hurla ma fille. « Tu n'es pas notre père, rends-moi ça !»« Mais sœur, ce truc peut te faire arrêter !»« Je m'en fiche, c'est ma vie, pas la tienne, je n'ai pas de compte à te rendre !» Ma fille était folle de rage. « Je vais le dire à maman si tu ne me dis pas tout de suite où tu l'as trouvé !» Mon fils insista. « Vas-y !» hurla Bri. « Je m'en fous de ce que maman pense. Papa ne croira aucun de vous de toute façon. » À ces mots, John grimaça. La caméra fit un zoom sur son visage. Il avait l'air désemparé. « Je veux juste que tu ne perdes pas tout !» expliqua-t-il. « Je ne vais pas tout perdre, espèce d'idiot !» hurla ma fille. « Tu crois que je n'ai jamais fait ce genre de choses auparavant ? Je vais faire la fête si j'en ai envie, et tu n'as qu'à t'en accommoder, putain !» Avant que je puisse prendre conscience de la brique glacée qui venait de me tomber dans le ventre, la vidéo changea à nouveau. C'était la maison que je partageais avec John après le divorce. Le coup de feu provenait de l'autre côté de la rue. La maison était plongée dans l'obscurité et tout semblait normal. Puis, une lueur orange est apparue dans un coin de la maison. Le feu. Et pire encore, une silhouette est passée devant les flammes, fuyant les lieux. Mon cœur a failli sortir de ma poitrine.
Les pompiers avaient soupçonné un incendie criminel, mais aucune preuve concrète n'était ressortie de l'enquête. À l'époque, mon ex-femme et moi étions engagés dans une bataille juridique pour obtenir davantage de droits de visite auprès de ma fille. Une fois que John m'avait parlé de la drogue, j'avais essayé de m'impliquer davantage dans sa vie. Mon ex m'avait combattu à chaque étape. La police l'avait immédiatement interrogé, mais m'avait dit que son alibi était en béton. J'étais sous le choc. Mais je n'ai pas eu le temps de m'attarder sur cette révélation car la vidéo suivante a commencé. La remise des diplômes de fin d'études secondaires de John. Un souvenir heureux qui n'avait pas sa place dans ce contexte. Mais je l'avais filmé moi-même. Sa mère avait choisi de ne pas y assister, mais sa sœur était venue contre toute attente. C'est alors que la dernière vidéo est apparue devant mes yeux. John arborait la même nouvelle coupe de cheveux que l'année de sa mort. Il devait donc avoir près de 30 ans. Mes 2 enfants sirotaient de la vodka à la table de la cuisine de John. Les relations entre eux étaient tendues depuis au moins une décennie. Mais ma fille avait beaucoup mûri depuis qu'elle s'était éloignée de mon ex et de son influence. C'était agréable de voir mes enfants s'entendre. Ils jouaient à un jeu de cartes où le perdant devait boire une gorgée à chaque tour. Ma fille a avalé les dernières gouttes d'un trait et s'est excusée pour aller se resservir. La caméra l'a suivie jusqu'au comptoir. Dos à John, elle a rempli son verre à partir d'une bouteille d'eau. L'image s'est figée sur son sourire narquois alors qu'elle le faisait. J'ai supposé qu'elle était fière d'avoir triché dans leur jeu. Ensuite, l'écran a de nouveau buggé. Et voilà John. Mon fils était affalé par terre, en train de baver sur lui-même et de glousser à gorge déployée. « Hé, ma sœur !» marmonna-t-il depuis le sol. « Je suis tellement content que tu sois venu. Ça m'a manqué de boire un verre avec toi. » Le visage de ma fille vacilla à nouveau à l'écran. « Non merci, frère. » dit-elle en fouillant lentement dans son sac avant de s'agenouiller à côté de son grand frère. « Tu as parfaitement joué ton rôle. »« Mon rôle ?» dit-il. « Oh, je suis acteur maintenant ?» La caméra passa soudainement au point de vue de ma fille. « Bien sûr !» dit-elle en jetant un coup d'œil à la seringue qu'elle tenait à la main. « Une vraie star !» John sourit, la tête tombant sur son épaule. « Je voudrais remercier l'Académie pour... » commença-t-il, mais l'alcool avait fait son effet. Mon cœur battait à tout rompre, tandis que je regardais ma fille retirer le capuchon de la seringue. « Je m'occupe de toi, mon frère, » dit-elle d'une voix apaisante. « Dors, c'est tout. » J'ai assisté impuissant à l'effet de ce qu'elle lui avait donné. J'ai vu mon fils tousser, être pris de convulsions, avoir de l'écume aux lèvres et mourir, tout en tendant la main vers sa sœur pour qu'elle lui vienne en aide. « Cet enfoiré va récupérer l'argent !» murmura Brie une fois que John eut cessé de bouger. « J'en suis sûr. $1 million, putain, mais je trouverai bien un moyen. » L'écran est soudainement devenu noir et le magnétoscope a éjecté la cassette. Les larmes coulaient à flot tandis que j'essayais d'accepter les horreurs que je venais de voir. J'ai sangloté dans l'obscurité de ma chambre d'hôtel pendant plusieurs minutes. J'ai arraché la cassette du magnétoscope et je me suis précipité hors de la chambre. En arrivant en bas des escaliers, mon regard se porta de l'autre côté de la rue vers True Vidéo. La devanture était complètement plongée dans l'obscurité. Peu m'importait qu'il soit fermé, j'allais obtenir des réponses. Je me précipitai vers le bâtiment, mais m'arrêtai net en m'approchant. Les vitrines étaient brisées et barricadées de l'intérieur. L'enseigne au néon était cassée et ne tenait plus qu'à un seul boulon rouillé accroché à la brique carbonisée, prête à céder à tout moment. Quand j'ai poussé la porte d'entrée, elle n'était pas verrouillée. En entrant dans le magasin, j'ai découvert qu'il était complètement saccagé. La moitié du stock avait disparu depuis longtemps. Ce qui restait était recouvert d'une épaisse couche de poussière et de cendres.
mon regard s'est posé sur le comptoir où je me tenais quelques heures plus tôt. Sur celui-ci, un petit téléviseur s'est allumé en clignotant et Michael est apparu à l'écran. « Récupère ces messages », a-t-il dit. Elle ne les a jamais effacés. Elle a eu de l'aide pour se procurer de la drogue. Son petit ami sait aussi qu'elle a mis le feu et il finira par craquer sous la pression. Bonne chance, mec. Quand il a eu fini, l'écran s'est éteint. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là à fixer l'écran. Peut-être quelques minutes, voire des heures. Quand j'ai enfin repris mes esprits, je me suis rendu directement chez le seul habitant du coin à qui je pouvais parler. Je me précipitai dans l'entrée du motel, m'avançai d'un pas rageur vers le comptoir et y jetai la cassette. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette ville, bordel? Où est-ce que ce taré de Michael de True Vidéo a-t-il trouvé ça? La gérante est devenue blanche comme un linge, mais n'a rien dit. Répondez-moi! Elle a pris une profonde inspiration. Qu'avez-vous vu sur la cassette? M'a-t-elle demandé d'une petite voix. J'ai vu ma fille, ai-je répondu, la voix brisée. Je l'ai vu assassiner son frère. C'est Michael qui vous a donné ça? Oui, ai-je répondu en haussant à nouveau la voix brisée. Et qu'est-ce qu'il foutait à la station-service tout à l'heure aussi? Je veux savoir à quel jeu malsain ce salaud joue. Je veux le savoir tout de suite, putain. S'il vous plaît, ne parlez pas ainsi de mes fils. M'interrompit doucement la gérante. Elle soupira. Daniel et Michael sont mes jumeaux, dit-elle. Daniel travaille à la station-service et Michael travaillait chez True Vidéo. Il a été tué lors d'un braquage il y a 2 ans. On lui a tiré une balle dans la gorge avant qu'il ne mette feu au magasin. Elle marqua une pause. Je comprenais sa douleur, celle d'un parent en deuil. Ils ont arrêté les meurtriers grâce aux caméras de sécurité. Mais l'année dernière, un autre voyageur a dit qu'il avait loué une cassette dans ce magasin. Il a dit qu'elle montrait le meurtre de sa sœur. Elle m'a regardé. La cassette est sûrement vierge maintenant, a-t-elle dit. Mais Michael n'était pas du genre à mentir. S'il vous plaît, maintenant partez. Obtenez justice pour votre fils. Sur ces mots, elle m'a tourné le dos. J'ai crié de toutes mes forces, mais rien n'a pu la faire se retourner. Je suis donc rentré chez moi. J'ai conduit toute la nuit et toute la journée jusqu'à ce que j'arrive à la maison. J'ai trouvé les informations dont j'avais besoin. J'ai fait parler cet homme. Ce lâche rongé par la culpabilité a rapidement avoué. Ma fille a été arrêtée et inculpée du meurtre de John. Le mois dernier, le jury l'a déclaré coupable et l'a condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le même jour, une cassette VHS a atterri sur le pas de ma porte. Les mains tremblantes, j'ai appuyé sur lecture. Mon fils est apparu à l'écran. Il n'a rien dit, mais ce n'était pas nécessaire. Il m'a souri tendrement comme pour dire merci et m'a fait un signe de la main avant que l'écran ne devienne noir. Mon magnétoscope a émis un vrombissement et s'est ouvert pour éjecter la cassette, mais rien n'en est sorti. Mais j'avais compris le message de John.